Tous. Bonjour. Bernard est à sa quatrième conférence troisième conférence sur l'entreprise et l'intelligence inventive. Vous pourrez d'ailleurs, il a écrit un livre sur l'intelligence inventive. Je vous recommande de commander son livre. Bernard est un expert en intelligence économique. Vous pourrez, au cours de cette conférence, voir toute la compétence qu'il a sur le sujet. Je vous annonce d'ores et déjà que le mardi 6 juillet à 18 heures, nous aurons une conférence avec Bernard, bien évidemment, entreprise et influence, et le 21 septembre à 18 heures aussi, entreprise et état stratège. Mon cher Bernard, nous t'écoutons. Merci Martine. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'être dans cette commission intelligence économique du MEDEF Île-de-France qui est à la pointe du combat pour l'intelligence économique de nos PME et nos PMI dont nous allons parler aujourd'hui. L'intelligence économique, c'est la protection, nous l'avons vu, c'est l'intelligence des risques. Nous le verrons bientôt, c'est l'influence. C'est aussi tout ce qui concerne l'intelligence collective, mais c'est également l'inventivité, la création de biens et de services nouveaux. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous parlons aujourd'hui beaucoup d'innovation. Tout le monde dit que l'innovation est devenue quelque chose d'impératif. La crise aidant, entre guillemets, plus que jamais, il convient, il faut innover. Seulement, l'innovation est quelque chose qui échappe un petit peu à la vision cartésienne, comptable, juridique, administrative, à laquelle nous sommes habitués sur d'autres volets de l'intelligence économique. Avec l'innovation, nous sommes en face d'un concept qui nous échappe un peu, parce que l'innovation est partout. Elle est partout là où on ne l'attend pas forcément, où on ne la verrait pas forcément. Je pense notamment à toutes ces mères de famille qui, confrontées à la crise, au Covid, ont été obligées d'innover pour concilier des métiers de maman, des métiers de chef d'entreprise, pour s'occuper des parents, des grands-parents, pour s'occuper de la scolarité des enfants, pour s'occuper des transports. Elles ont innové. Et donc, on voit très bien que l'innovation, ce n'est pas forcément la rupture technologique du siècle, c'est aussi tous les jours, dans le quotidien, des facultés d'adaptation. Et quand on prononce le mot adaptation, on est déjà dans une attitude intellectuelle qui va nous intéresser parce que nous allons en dérouler un certain nombre du même type. Monsieur Didier Roux, qui est titulaire de la chaire d'innovation technologique au Collège de France, dans sa leçon inaugurale sur le sujet qui nous préoccupe ce soir, dit que finalement l'innovation, ce n'est pas tellement un processus linéaire et bien cadré. C'est un écosystème, c'est un bouillon de culture et qu'elle est faite d'allers-retours, d'échecs, de hasards, de rencontres, de réseaux entre des membres de l'entreprise et des personnes qui se situent ailleurs. Que donc c'est un univers qui appelle à la fois une pensée systémique, dont on parle beaucoup en ce moment, et une pensée analytique. La pensée analytique décortique les problèmes, la pensée systémique relie ces problèmes à des systèmes différents avec lesquels ils peuvent être en rapport. Alors, si l'on revient à l'entreprise, comment faire en sorte que l'intelligence inventive devienne une réalité? Il faut que nos entreprises, et c'est ce qu'elles font d'ailleurs, eh bien, créent d'abord un état d'esprit favorable à l'innovation. Il faut se prendre par la main et se dire que l'on peut très bien innover, que innover, c'est à la portée de tout un chacun, que ce n'est pas réservé à la R&D ou réservé à un bureau où il y aurait des gens spécialisés. Ensuite, l'innovation
pour qu'elle prenne corps, doit être raccrochée à des actions concrètes. C'est en agissant que l'on invente. Bien souvent, c'est la main qui invente. C'est la main qui trouve avant le cerveau. Donc, il faut jalonner notre univers mental d'actions très concrètes, très ciblées. Nous allons le voir. Il faut explorer des voies inventives. Il y a depuis longtemps des experts, des gens qui travaillent sur les processus d'innovation, qui se sont intéressés à Léonard de Vinci, qui se sont intéressés à toutes les inventions depuis l'âge de pierre, depuis la découverte du feu jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, ces recherches historiques sont très intéressantes parce qu'elles permettent d'établir des ponts, d'établir des réflexes, de ne pas oublier certaines postures, certains angles de vue qui peuvent favoriser l'innovation. L'inventivité. Et là, je fais une différence entre inventivité et innovation. Nous sommes en France un pays très inventif. Lorsque l'on nous regarde de l'extérieur, lorsque les Américains, les Asiatiques, les Chinois notamment nous observent, ils voient un pays inventif. Mais l'inventivité ne débouche pas toujours sur des innovations qui seront à succès. Parce que l'innovation, c'est aussi une stratégie. Ce sont d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et donc passer de l'inventivité à l'innovation est un passage assez difficile et pas toujours un succès. Nous allons le vérifier. Pardon Bernard, Oui. on ne voit pas se dérouler le PowerPoint. Oui, on ne voit pas se dérouler le PowerPoint parce que je n'en suis pas encore arrivé à la première slide. Pardon. Tout à fait. D'accord, ok. Tout à fait. Mais remarque tout à fait judicieuse. Alors, il faut, pour que l'innovation imprègne nos entreprises, qu'il y ait une synergie entre les compétences, il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens se parlent d'un métier à un autre. Une entreprise dans laquelle les gens ne se parlent pas n'est pas une entreprise qui va inventer, qui va innover. Il faut également des stratégies et il faut admettre les échecs. Innover, c'est rencontrer des impasses, c'est parfois se planter. Eh bien, c'est pas grave. Il faut en prendre conscience, il faut l'accepter. L'innovation, ce sont aussi des réseaux. L'innovation, elle nous viendra parce que nous sommes capables d'élargir nos réseaux au-delà de ceux de l'entreprise. Et puis, l'innovation, c'est un certain nombre d'actions, de process très précis, très particuliers, dans lesquels nous allons rentrer. Nous abordons maintenant les fameuses actions précises et concrètes que je mentionnais dans mon introduction, et c'est ainsi que nous allons afficher la première slide. La première slide, elle contient les 3 premiers mots-clés, les 3 premières actions qui vont nous conduire à l'inventivité et à l'innovation. Le premier de ces mots, c'est démystifier. Il faut démystifier le processus d'inventivité et d'innovation, tout simplement en revenant sur le passé. Toute entreprise invente. Toute entreprise est innovante, mais ne le sait pas forcément. Alors, il ne faut pas avoir peur d'afficher sur les murs tout ce que nous avons inventé dans tous les domaines depuis que nous existons. Par exemple, nous ne parlons plus aux clients comme on le faisait il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Nous avons introduit de nouvelles manières de travailler. Covid oblige. Nous avons inventé de petites choses qui sont des innovations, pas forcément spectaculaires, mais qui nous rendent bien des services. Souvent, nous avons simplifié des process. Eh bien, il faut le dire, il faut être fier de tous ces détails et il faut les afficher sur le mur. Une entreprise qui veut inventer commence à revisiter son passé et affiche toutes les petites inventions qui sont des inventions du quotidien, de manière à comprendre que finalement, ce n'est pas forcément de l'extérieur que viendra la révélation, mais que nous sommes, parce que nous sommes une entreprise, nous sommes un organisme qui invente. Et donc, il faut interroger les anciens, il faut interroger les clients, interroger les fournisseurs qui vont nous dire « mais vous avez inventé ceci, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous n'êtes plus les mêmes qu'il y a 2 ans ou qu'il y a 3 ans.
ceux qui nous regardent, ceux qui nous fournissent ou ceux qui achètent nos produits sont d'excellents observateurs qui vont nous aider justement à cette démystification, à cette prise de confiance, parce qu'ils vont nous rappeler toutes les petites innovations qui ont jalonné la vie de notre entreprise. La deuxième action concrète que je voudrais évoquer, c'est l'organisation. L'organisation de l'entreprise peut favoriser l'inventivité. Elle peut faire en sorte que les talents, les compétences se retrouvent dans des configurations inattendues qui vont permettre de faire jaillir des inventivités, des innovations. Alors, je vais prendre par exemple l'exemple de l'entreprise Drapeau. Drapeau est une entreprise qui, comme son nom l'indique, fabrique des drapeaux, fabrique des isoloirs pour les élections, fabrique des bannières. Et pour innover, pour inventer, il y a un système très simple qui consiste à jeter sur l'escalier tout le courrier qui vient, tout le courrier professionnel, et chacun en arrivant ouvre les enveloppes et regarde à qui elles sont destinées. Et donc, s'apercevant que le courrier est destiné à quelqu'un qui est dans l'entreprise, eh bien celui qui a l'enveloppe va voir la personne en lui disant « Ah ben tiens, je ne savais pas que tu faisais ceci ou que tu t'intéressais à cela ». En découvrant ce que font les autres, en leur parlant, on peut leur donner des idées, on peut leur donner des astuces pour aller plus vite, pour aller faire mieux, pour aller vers des toutes petites innovations. Lorsque la politique publique d'intelligence économique a été lancée en France, à la demande de M. Raffarin, que nous avons reçu au MEDEF Île-de-France, dans la commission que préside notre chère Martine, eh bien, le Premier ministre à l'époque nous avait demandé d'aller regarder ailleurs ce qui se passait en termes d'intelligence économique. C'est ainsi que je me suis retrouvé à Princeton, à l'Institut d'études avancées de cette ville, et j'ai eu l'occasion, avec le directeur de cet institut, de voir comment on fabriquait les prix Nobel. Il m'a dit, Monsieur Besson, vous voulez voir comment on fabrique un prix Nobel, comment on invente, comment on innove? Ah, j'ai dit oui, ça m'intéresse beaucoup. Eh bien, venez, je vais vous donner les secrets de l'innovation à Princeton. Le premier secret, pas d'étage, pas d'escalier, tout en rez-de-chaussée. Une entreprise qui innove, elle est en rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce que l'innovation, c'est une rotation pédestre entre des personnes à partir de couloirs qui desservent des bureaux. Dans chacun de ces bureaux, nous avons ici à Princeton des scientifiques, des littéraires, des artistes, dans toutes les disciplines, qui travaillent sur des sujets. Quand le mathématicien sort de son bureau, à sa droite, il a un économiste et à sa gauche, il a quelqu'un qui travaille dans l'économétrie. Et celui qui est dans l'économétrie a dans le bureau à côté quelqu'un qui travaille sur l'histoire des économies antiques, par exemple. Ce qui fait que lorsque je sors de mon bureau à Princeton, je rencontre quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans mon métier, mais avec qui j'ai des choses à dire, que je peux écouter de manière tout à fait intéressée. Et d'ailleurs, dans le couloir où nous nous rencontrons, il y a des tableaux avec des craies de différentes couleurs qui nous permettent de faire des dessins, de faire des croquis. Dans les angles, il y a des théières, il y a de l'eau, où l'on peut se désaltérer, et puis il y a une règle, à 16 heures, tout le monde doit aller s'amuser, perdre son temps, bavarder avec les autres, dans le grand lobby de Princeton. Et si je n'y vais pas, eh bien, je vais perdre mes subventions pour l'année prochaine. Donc, la créativité, l'innovation, c'est aussi une architecture d'intérieur, c'est une rotation, c'est un forum, c'est la possibilité de faire en sorte que des gens qui n'ont aucune raison de se voir, de se rencontrer, de se parler et de s'écouter, eh bien, puissent discuter ensemble. Donc, une petite entreprise, comme un grand institut comme celui de Princeton, peut parfaitement organiser ce forum dont on voit une image sur la slide, parce que cela nous renvoie à la cité antique, qui était une cité particulièrement cohérente, inventive, soudée, où chacun tournait autour du forum, exerçait plusieurs métiers dans des activités qui pouvaient être agricoles, commerciales,
juridiques, militaires, religieuses. Et donc, chacun changeait de métier et changeant de métier autour du forum, retrouvait ses concitoyens dans des activités qu'il connaissait et ainsi la cité vivait d'un échange permanent de savoir et de savoir-faire entre des gens qui avaient exercé un certain nombre d'actions. Nous sommes donc toujours dans l'action. Maintenant, nous arrivons à l'autre mot-clé qui est la motivation. Pour qu'une entreprise soit innovante, eh bien, il faut que la famille autour du chef d'entreprise se sente motivée, accompagnée, soutenue. Il faut une ambiance. Je parlais tout à l'heure du bouillon de culture illustré par M. Didier Roux au Collège de France. Eh bien, ce bouillon de culture, il est indispensable. Il doit être chaleureux. Il doit être composé de personnes qui peuvent poser des questions et qui sont tenues au courant des différents projets qui portent l'innovation dans l'entreprise. Et puis, la motivation, c'est aussi, mais qu'est-ce que l'on fera de ces innovations? Comment est-ce que les gains seront partagés? Les brevets que nous allons déposer, comment seront-ils ventilés dans les positions de chacun? Quelle sera ma part? Il faut que ces choses-là soient mises sur la table de manière à ce que l'ambiance puisse favoriser les échanges que j'évoquais à l'instant. Donc, il faut repérer tous les freins notamment bureaucratiques, administratifs, qui peuvent empêcher la rotation des talents et des compétences. Il faut une certaine transparence. Et puis, il faut créer des équipes. Et les meilleures équipes ne sont pas forcément composées des meilleurs dans l'entreprise. En général, quand on rassemble les meilleurs, ils ne se supportent pas longtemps les uns les autres. Les meilleures équipes, ce sont les gens, les hommes et les femmes qui ont envie de travailler ensemble et qui sont contents de travailler ensemble sur un projet. Donc, la motivation, c'est le troisième mot-clé, c'est la troisième action de l'intelligence inventive. Maintenant, je vais demander à David de nous afficher la slide suivante. Et nous avons un autre mot-clé qui est l'observation. Observer son environnement et en tirer les conséquences qui vont permettre de saisir des opportunités. Je pense notamment à un pâtissier, tout simplement, qui vit dans une ville française où l'équipe de football remporte des succès. Eh bien, il va faire des pâtisseries qui vont reproduire les couleurs de cette équipe de football. Il va observer son environnement, il va surfer sur son environnement. L'observation, c'est quelque chose aussi qui peut nous permettre de faire des économies, par exemple, et d'innover en reproduisant des choses qui viennent d'un ailleurs que l'on considère parfois un peu comme rustiques, mais qui sont tout à fait efficaces. Je pense notamment aux expériences et aux projets innovants que les Russes et les Américains ont réalisés chacun de leur côté pour vivre et travailler dans la Station spatiale internationale. Il fallait à un moment donné des stylos qui, dans la station, pouvaient se dispenser des inconvénients de l'apesanteur et donc continuer d'écrire pour les astronautes sur différents supports papier ou autres. Alors les Américains ont dépensé des millions pour inventer un stylo qui échappait aux inconvénients de l'apesanteur dans la station internationale. Et les Russes sont arrivés tout simplement, eux, avec un crayon à mine qui marchait très bien, qui ne coûtait rien. Et donc, finalement, les Russes ont été plus performants que les Américains sur cette affaire-là. Donc, ce qui montre que l'observation est une qualité qui est tout à fait intéressante lorsque l'on veut innover. D'ailleurs, les Russes sont souvent à l'origine d'un certain nombre d'idées. Ce sont eux qui ont inventé la TRIZ, T-R-I-Z, la TRIZ, qui est une méthode d'inventivité qui permet de repérer des situations génériques et de les reproduire d'un problème à un autre. Donc, l'observation des clients,
l'observation des fournisseurs, l'observation de mon environnement, des critiques dont je suis l'objet, à condition que ces critiques-là soient reçues et que l'on en tienne compte, c'est une source d'innovation. Quand un client me dit « mais je ne suis pas content de la manière dont vous faites ceci ou dont vous faites cela », qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit tout simplement « innover, inventer ». Donc l'invention, ce n'est pas quelque chose forcément qui va venir de soi-même, de notre entreprise. L'invention, c'est quelque chose qui nous est parfois apporté sur un plateau par un client, par un fournisseur ou tout simplement par quelqu'un qui nous observe et qui nous délivre finalement une idée que nous n'avions pas. Et ça, c'est une qualité que de savoir regarder et que de savoir écouter les observations des autres. Ensuite, il y a un autre mot-clé, une autre action concrète qui est la prévision. La prévision va me permettre de lire l'évolution du marché, par exemple, à partir d'un certain nombre de données, d'un certain nombre de chiffres. Et nous avons énormément de chiffres, énormément de données que nous ne regardons pas forcément d'ailleurs. Et là, je vais illustrer mon propos par une anecdote qui se déroule à l'intérieur d'une grande compagnie aérienne française, dans laquelle le responsable de l'intelligence économique est sommé par son secrétaire d'envoyer à l'Association internationale de l'aviation civile un document qui chaque année est rempli par la compagnie et qui mentionne toutes les façons dont les avions sont entretenus, dont l'intérieur des cabines est aménagé, comment se font les escales, comment les clients sont reçus, comment la billetterie fonctionne, toute un listing sur l'activité quotidienne de la compagnie aérienne. Et ce responsable de l'intelligence économique dit « mais toutes ces données, ça fait combien de temps qu'on les envoie à cette association internationale ?» Et on lui répond « mais ça fait depuis la création de notre compagnie, toutes les compagnies aériennes envoient cela. » Et il dit « mais quel retour on a ?» Ben, on n'a jamais posé la question. Ça fait des années qu'on envoie des informations, on ne s'intéresse pas à toutes les données qu'on envoie. Eh bien, on va leur poser la question. On pose la question à l'association internationale qui répond à cette grande compagnie française, mais bien sûr, vos données sont très précieuses. D'ailleurs, vous pouvez les consulter, elles sont en ligne. Ah, mais très bien. Mais les autres, donc, peuvent regarder mes données. Ben oui, les autres peuvent le regarder, d'ailleurs, ils ne s'en privent pas, ils font ça depuis 50 ans. Ah, et là, découverte. C'est-à-dire que l'on est dans un schéma typiquement français, on fournit des informations, ces informations sont lues par d'autres, et finalement, on s'intéresse peu à ce que les autres vont faire. Et on s'aperçoit que finalement, l'excellence française, eh bien, elle va inspirer, dans le domaine de l'aviation comme dans d'autres domaines, des observateurs étrangers qui vont regarder de façon tout à fait transparente ce que nous mettons en ligne. Le problème, c'est que nous nous intéressons peut-être pas autant à ce que les autres font. La curiosité. La curiosité est à l'origine, par exemple, des succès de l'automobile japonaise ou coréenne dans le monde entier. Si nous avions été à un moment donné un petit peu plus curieux de l'excellence des autres, peut-être aurions-nous fait des choses que nous n'avons pas su faire et qui expliquent peut-être notre retard d'aujourd'hui. La prévision, c'est également aussi de s'intéresser aux brevets, de s'intéresser aux données, aux chiffres, et puis aux hommes et aux femmes qui font les inventions. Une invention, ce n'est pas quelque chose qui est en l'air. Un brevet, c'est une histoire. Et derrière, il y a un brevet, il y a des hommes, il y a des femmes. Et des hommes et des femmes qui écrivent notamment dans des revues scientifiques, dans des revues techniques. Et là, on va découvrir ces fameux collèges invisibles. Alors ça, c'est une invention tout à fait française. C'est un concept français que nous avons perdu l'habitude d'utiliser et que d'autres utilisent à notre place aujourd'hui, qui consiste tout simplement, à partir de la bibliométrie et de la scientométrie, à regarder toutes les personnes qui publient dans un domaine, dans une technologie,
à comparer leurs publications à leur parcours professionnel, qui est tout aussi transparent d'ailleurs, et à comprendre quels sont ces fameux collèges invisibles qui vont relier tel scientifique à tel autre, tel ingénieur à tel autre, et de s'apercevoir que finalement, à travers toutes ces revues, à travers toutes ces publications, il y a des gens qui se fréquentent, qui se soutiennent, qui se reconnaissent, qui se considèrent comme étant les inspirateurs ou les pères de tels ou tels autres. Et là apparaissent finalement ces fameux collèges invisibles. Et ces fameux collèges invisibles sont très intéressants à regarder parce que c'est eux qui, demain, vont être à l'origine de nouvelles créations, de nouveaux vaccins, par exemple, ou de nouveaux types de vaccination. Parce que les gens qui vont inventer tel type de vaccin, eh bien, ce sont des gens qui se connaissent depuis longtemps, qui ont déjà travaillé sur ces sujets-là, qui se sont cités mutuellement à travers différents articles. Et donc, on peut prévoir l'évolution d'une technologie en s'intéressant à ceux qui sont en amont des sciences, en amont des réflexions de cette technologie. Donc, la prévision est quelque chose qui peut également nous amener à innover, à prévoir les technologies, les évolutions, mais prévoir aussi les réglementations, les déréglementations. On nous parle en ce moment beaucoup de réglementation, de déréglementation dans le diesel, dans l'automobile, dans les éoliennes, mais tout ça n'arrive pas fortuitement. Tous ces événements-là sont précédés par des lobbies, par des prises de position, par des publications des uns et des autres. Et pour ne pas être pris au dépourvu, pour prévoir, pour voir avant, il est utile de s'intéresser aux hommes et aux femmes qui vont peindre, qui vont construire le décor qui va faire en sorte que, eh bien, mon énergie électrique viendra de tel ou tel fournisseur et puis mes moteurs changeront à partir de ces réalités. Donc, la prévision est un facteur d'inventivité. La reformulation est aussi un facteur d'inventivité. La reformulation, ça veut dire être capable de reformuler les problèmes. Quand j'ai un problème dans mon entreprise, quand je suis confronté à une difficulté, il n'est jamais mauvais de le reformuler, tout simplement en l'écrivant, en bon français, au tableau. Le français est une langue très précise qui permet justement de voir quel est le problème, de s'apercevoir qu'on peut simplifier le problème, souvent en enlevant des adjectifs ou des adverbes qui sont inutiles. Et puis, cette langue n'est pas la seule. On peut aussi traduire en anglais, en espagnol, en chinois. Comment un chinois écrirait-il mon problème? Ou un coréen? Et là, je vais découvrir des choses tout à fait étonnantes. Dans d'autres cultures, il y a des approches différentes, il y a des visions différentes. Et en reformulant mon problème, je vais m'apercevoir que, eh bien, c'est peut-être un faux problème, où je me perds beaucoup de temps et d'argent à essayer de régler quelque chose parce que je suis prisonnier de ce que l'on appelle des biais cognitifs, des habitudes qui sont issues de ma culture occidentale, cartésienne, française, et que si le même problème est écrit par un autre, eh bien, il va changer de nature. Comme disait Lao Tse, les choses ne changent pas, change ta manière de les voir, cela suffit. Donc, être capable de reformuler ces problèmes, c'est aussi une manière d'inventer, d'innover. On peut aussi le faire de manière très simple. On peut réunir ses collaborateurs autour d'une table, leur donner à chacun une feuille de papier et leur dire « vous avez 20 minutes pour expliquer ce que vous faites chaque jour et quels sont les problèmes que vous rencontrez. Quelles sont vos difficultés ?» Chaque collaborateur écrit quels sont ses problèmes, quelles sont ses difficultés. Et une fois que les 20 minutes sont achevées, eh bien, on leur demande de passer la feuille au voisin. Et là, l'esprit critique français devient vraiment un secours parce qu'on va critiquer l'autre. Et on va lui dire, mais pourquoi tu t'embêtes à faire comme ceci? Pourquoi tu t'embêtes à faire cela? Ce n'est pas la peine d'aller chercher un expert lointain, on l'a chez nous, dans l'entreprise.
Chacun peut regarder le problème de l'autre et ne se privera pas de lui dire « mais moi, à ta place, je ferai comme ceci, je ferai comme cela ». Nous avons à portée de main des reformulations gratuites de nos difficultés. Et là, on s'aperçoit que l'inventivité est une mise en scène. Ce n'est pas simplement une sémantique et une écriture, c'est aussi un jeu de théâtre et qui implique la confiance que l'on a en ses collaborateurs qui vont s'autoriser, parce qu'on les autorise à le faire, à critiquer la manière dont les autres essayent de surmonter un certain nombre de problèmes. Reformuler aussi un problème, c'est le soumettre à tous les services de l'entreprise. Il y a une intelligence comptable, une intelligence juridique, une intelligence technique, une intelligence commerciale. Il faut que toutes ces intelligences-là soient mises à contribution. On va leur demander « que pensez-vous de ceci, que pensez-vous de cela ?» Je vois trop souvent des entreprises dans lesquelles les gens ne se parlent pas. La technique ne se parle pas avec le commerce, malgré toutes les notes de service, malgré tous les rappels à l'ordre, ça ne marche jamais. On ne se parle pas, on ne s'écoute pas. 3 fois, 4 fois, on va appeler l'entreprise pour savoir si le rendez-vous sera à tel jour, à tel endroit. Et on dit, mais je ne suis pas au courant, monsieur, c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est un autre. On voit toutes les difficultés qu'il y a à faire passer l'information dans nos organisations. On croit que l'information, elle coule naturellement. C'est faux. L'information ne coule pas naturellement. L'information doit être guidée. Elle doit être travaillée dans sa circulation. Toujours est-il que la reformulation n'est jamais du temps de perdu. Il vaut mieux reformuler un problème longuement. Ça nous évitera parfois des impasses. On va maintenant passer à un autre mot-clé, avec la nouvelle slide. Voilà, anticiper. L'anticipation. L'anticipation n'est pas tout à fait comme la prévision. Quand je prévois, la prévision à partir des données va m'annoncer l'évolution du marché. L'anticipation, elle va me décrire la nature de cette évolution. Elle va prendre les choses par l'interne. Je vais donner un exemple. Vous voyez cette tondeuse qui est en haut à gauche de la slide. C'est une tondeuse à gazon. Je suis dans une entreprise qui fabrique des tondeuses à gazon. Depuis 40 ans, nous fabriquons ces objets qui au début marchaient à l'essence et puis ensuite à l'électricité. Ensuite, ces tondeuses à gazon, elles sont devenues autonomes, le fil électrique a disparu, l'intervention humaine est devenue inutile. Aujourd'hui, cette tondeuse à gazon, c'est une intelligence artificielle, elle est dans le jardin, elle prend la météo, elle regarde l'état de l'herbe, et puis elle voit que mon gazon mérite d'être coupé, et elle fait son travail. Et donc, ma veille technologique essaye d'anticiper quel sera le prochain robot, la prochaine tondeuse à gazon qui va remplacer ce modèle-là. Parce que ma veille technologique fait son travail correctement avec des ingénieurs qualifiés. Le problème, c'est que mon vrai concurrent, ce n'est pas un autre fabricant de tondeuses à gazon, c'est un laboratoire agricole du Morvan qui vient d'inventer un gazon modifié génétiquement qui ne dépasse pas 2 cm. Et là, tout mon système économique, tout mon modèle s'effondre. Parce que je ne suis pas sorti de mon métier. Je n'ai pas eu cette vision de pensée systémique que j'évoquais tout à l'heure. Je suis resté dans l'analytique. L'analytique, je décortique ma tondeuse. Je la décortique, mais alors jusqu'au dernier écrou. Et je fais ça très bien. Je suis un analyste. Je suis dans la pensée analytique. Mais l'intelligence économique me dit qu'il faut allier à l'analytique le systémique. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs, dans d'autres métiers qui pourtant sont évidents, entre guillemets. Il est évident que le gazon, c'est l'agriculture, c'est j'allais dire mon fonds de commerce. Non, c'est l'endroit que je travaille. Eh bien, c'est de là qu'est venue la concurrence, c'est de là que vient le danger. Donc, anticiper, c'est être capable de regarder des évolutions parce qu'il y a un darwinisme technologique comme il y a un darwinisme, je dirais, biologique.
on s'aperçoit par exemple que auparavant, tous les produits qui étaient séparés, comme les agendas, les calendriers, les appareils photo, les lampes torches, tout ça a été séparé, et puis tout ça, finalement, se cannibalise dans les outils que nous avons tous avec nous, qui sont nos téléphones portables. Tout ça se miniaturise, et tout ça indique qu'il y a des tendances lourdes, qu'il y a des darwinismes technologiques dont on va examiner la courbe pour essayer d'anticiper ce que seront ces objets demain. Les moyens de paiement qui sont sur ces téléphones-là vont migrer vers d'autres intelligences artificielles. Dans des pays d'Asie moderne, on paye maintenant avec son visage. Il y a donc des anticipations qui se font non pas à partir de la donnée, mais à partir d'une réflexion systémique sur ce qui pourrait nous arriver venant d'autres systèmes économiques qui vont percuter notre système économique, celui sur lequel nous avons bâti notre entreprise. Il y a ici une autre action que l'on peut mettre en place dans l'entreprise qui est la diversification. Je vais me diversifier. Comment est-ce que je vais faire? D'abord, pourquoi est-ce que je me diversifie? Je me diversifie parce que la diversification, c'est une source d'inventivité, c'est une source d'innovation. Je prends l'exemple de ce bateau que l'on voit sur la slide. C'est un méthanier qui transporte des produits très dangereux qu'il faut conditionner et dont il faut vérifier de manière constante la chaleur, le volume à l'intérieur du navire pour éviter tout accident. Et l'entreprise dans laquelle je suis est une entreprise d'accastillage française qui travaille sur les logiciels, sur les intelligences artificielles qui vont permettre à ce navire de voyager en toute sécurité. Mais mon entreprise n'est pas simplement composée d'ingénieurs et de techniciens de haut niveau, elle pratique également l'intelligence économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se parlent. Ça veut dire que les ingénieurs, les techniciens racontent leur vie aux commerciaux, aux juristes, aux comptables, et réciproquement. Chacun écoute ce que fait l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'un jour, un commercial de cette entreprise française se trouve dans un des grands hôtels de la côte atlantique. C'est la saison froide, nous sommes en hiver, il n'y a pas grand monde dans la salle de restaurant, et ce commercial discute avec la patronne. Il a le temps de l'écouter. Et qu'est-ce que lui dit la patronne de cet hôtel? Il dit: ah, mon pauvre monsieur, si vous saviez, dans ce grand bâtiment qui est ici, j'ai des problèmes de chauffage, j'ai des problèmes d'équilibrage entre mes radiateurs qui sont éloignés les uns des autres. Et en écoutant cette personne qui lui raconte ses soucis, eh bien, notre commercial découvre que les intelligences artificielles qui sont employées à bord des navires de haute mer pourraient très bien faire le travail dans l'hôtellerie. Et qu'est-ce qui se passe? L'entreprise se diversifie, double son chiffre d'affaires. Elle double son chiffre d'affaires parce qu'elle a compris qu'un savoir-faire pouvait être utilisé dans un autre univers que celui dans lequel elle excelle. Et que finalement, il s'agit d'une translation toute simple. On a tout en main, mais on n'avait jamais eu l'idée de faire à terre ce que l'on est capable de faire en haute mer. Et on a eu cette idée-là parce qu'on a pratiqué l'intelligence inventive qui consiste en amont à discuter de ce que l'on fait, à être fier de ce que l'on fait. Donc, la diversification est une des voies inventives qui va consister, par exemple, dans une PME, à tracer sur une page à gauche toutes les caractéristiques, tous mes savoirs. Qu'est-ce que je sais? Je sais beaucoup de choses. Et quand on commence à faire le recensement de tout ce que l'on sait faire dans une entreprise, on s'aperçoit que finalement, ce recensement, on ne l'a fait qu'à moitié, on l'a bâclé, qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur nous-mêmes, par nous-mêmes. Et donc, je fais la liste de tous mes savoirs, de tous mes savoir-faire. Et puis, sur la colonne de droite, eh bien, je vais m'intéresser, je vais être curieux, quels sont les problèmes de mes clients? Mais pas uniquement de mes clients. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas des clients, mais qui ont des problèmes, qui peuvent parler à mes savoir-faire.
Et finalement, je vais me diversifier en utilisant ce que je sais faire, peut-être dans des clientèles qui ne sont pas les miennes, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas fait le lien, je n'avais pas créé l'intelligence économique, c'est le cas de le dire, au sens concret du terme, entre un savoir-faire qui est chez moi et un besoin qui est chez les autres. Je réussis à faire cette intelligence économique parce que je me suis pris par la main, parce que j'ai une méthode précise et parce que je suis curieux aussi, parce que je m'intéresse aux autres. Donc, la diversification est quelque chose également qui peut être mis en place avec ses fournisseurs. Mes fournisseurs, nous le disions tout à l'heure, ils sont d'excellents observateurs. Ils me fournissent des matières premières. Je peux très bien leur demander, mais ces matières premières, vous en fournissez également à d'autres. Qu'est-ce que font les autres que je ne fais pas? Et là, on sera tout étonné d'apprendre qu'un fournisseur à qui on n'a jamais posé cette question pourtant simple va nous dire, mais chère madame, cher monsieur, moi, je livre aussi à d'autres clients les mêmes produits, eh bien, ils font des choses très différentes de vous. Ah bon, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font ceci, ils font cela. Et là, je m'aperçois que finalement, j'ai des innovations à portée de main. Il suffit d'avoir une posture intellectuelle pour être capable de les saisir. La diversification est une chose, il y a une autre action qui s'appelle la différenciation. La différenciation, c'est encore une autre posture intellectuelle, une autre manière de voir mon entreprise et qui va me permettre d'innover. Nous avons en bas à gauche ce petit téléphone rouge. Ce petit téléphone rouge, eh bien, c'est une innovation qui a une histoire, qui a commencé dans une entreprise de peinture et de vernis à Lyon, la Céliose, une très belle entreprise qui existe depuis 1920. Et qu'est-ce que l'on fait dans cette entreprise? On fait de l'intelligence économique, et notamment de l'intelligence inventive. Comment? Pour moi, c'est très simple. Ça ne coûte pas cher. Chaque fois qu'un ingénieur, un technicien, un comptable, un veilleur, quel que soit son métier, s'en va pour des vacances ou pour un stage, pendant 15 jours, pendant un mois, eh bien, il est remplacé par quelqu'un qui n'appartient pas au métier. C'est-à-dire, c'est là toute la subtilité. Quand quelqu'un est dans la veille technologique, quand cet ingénieur part au mois de juillet en vacances, il est remplacé par quelqu'un qui n'y connaît strictement rien. Et tout l'intérêt est là. C'est-à-dire que j'ai un béotien. J'ai quelqu'un qui va faire de la veille technologique et qui vient, par exemple, de la comptabilité, qui vient du droit, qui vient d'autres choses. Il va regarder l'écran, il ne va rien comprendre. Mais parce qu'il ne va rien comprendre, il va voir les choses autrement. Et dans cette entreprise-là, la personne qui va remplacer l'ingénieur de veille technologique va voir le patron et lui dit « Je ne comprends toujours rien à tous ces brevets, à toutes ces formules chimiques, ça me passe au-dessus de la tête. » Mais il y a quelque chose que je constate, c'est qu'on vend des vernis, on vend des peintures qui sont tristes, qui sont noires, qui sont grises, et moi, je reviens d'un voyage en Asie, et là-bas, ils adorent les couleurs fluo, les rouges flamboyants, les jaunes triomphants, les violets, tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des peintures un petit peu plus chatoyantes ici à Lyon? Et le patron dit, mais bien sûr, on peut faire aussi des peintures comme ceci. Et voilà un exemple de diversification. La diversification, c'est un instant, c'est une étincelle qui provient du fait qu'à l'intérieur de mon entreprise, quelqu'un qui ne connaît pas un métier va le regarder. Il va découvrir des choses que forcément le spécialiste ne voit plus, parce que le spécialiste, il est le nez dans le guidon. Donc, la diversification va consister à se poser aussi, comme pour la différenciation, on va se poser des questions. Par exemple, est-ce que je peux faire plus lourd, plus léger, plus ergonomique, plus rapide, plus simple? Chaque fois, j'essaye de trouver des différences qui vont me séparer de mes compétiteurs, de mes concurrents. Finalement, le champ des différences possibles est gigantesque. Et alors là, on va utiliser, bien entendu, la pensée analytique. On va descendre dans la gamme des produits, des services, pour essayer de trouver toutes les petites astuces, toutes les petites niches de différences possibles. C'est un travail méthodique.
Il y a des exemples d'entreprises qui font ça très bien. En Allemagne, Barbus fait ça dans le domaine de l'automobile. Nous avons dans le domaine de l'automobile en France des garages dans la région ouest qui sont tenus uniquement par des dames, par des femmes, ce qui fait que ça intéresse beaucoup d'automobilistes femmes qui préfèrent confier leur voiture à des dames plutôt qu'à des garagistes ordinaires, si je puis dire. Donc, la différenciation, c'est une posture d'esprit, c'est une posture intellectuelle qui permet justement d'innover. On va passer maintenant à une autre action. Voilà. Avec la slide suivante, qui consiste à prendre en compte la fécondation. Je féconde mon entreprise parce que je suis capable d'organiser, de recevoir toutes les idées les plus bizarres, les plus inattendues, et que je ne les écrase pas tout de suite en disant mais non, tout ça c'est impossible, tout ça c'est idiot, tout ça, ça n'est pas possible chez nous. Eh bien, on ne tue pas l'idée originale, on la reçoit, on discute avec celui ou celle qui tout à coup fait une réflexion en lui disant mais finalement comment est-ce qu'on pourrait faire? Et on s'aperçoit souvent qu'en discutant d'une idée folle, eh bien, on s'aperçoit que l'idée est vraiment folle. Mais parfois, on s'aperçoit que ce n'est pas l'idée folle que l'on va mettre en place, c'est quelque chose qui est annexe. C'est ce que les Anglais appellent serendipity. Je discute d'un problème, j'aboutis plus ou moins à une impasse, mais en discutant, avec l'art de la conversation, je découvre d'autres possibilités, je découvre finalement des idées qui vont me servir. Alors, nos entreprises, elles peuvent faire ça très bien. Les pôles de compétitivité, quand ils marchent bien, eh bien, ce sont des lieux où l'on va découvrir des idées inattendues, où on va pouvoir s'intéresser à ce que font nos futurs compétiteurs, ou ce que font d'autres fournisseurs, des grands comptes qui sont là dans ces pôles de compétitivité. On va également s'intéresser au réseau de prénormalisation, notamment en fréquentant l'AFNOR. Et là, on va voir finalement quels sont les sujets qui préparent les normes de demain dans différents domaines. Et puis, on va piocher des idées, et ça se fait de plus en plus, en se disant, mais finalement, la véritable innovation, c'est le rêve de mon client. On va autoriser les clients à rêver. Et on va inverser le processus. Plutôt que de fabriquer un produit qui sera le plus intelligent, le plus performant, le plus techniquement rentable, non, je laisse tomber tout ça et je pars à l'envers, je vais voir mon client et je lui dis, mais de quoi est-ce que vous rêvez? Quels sont vos fantasmes la nuit? À quoi vous pensez quand vous voulez un service, un objet? Et mon client, eh ben, il va s'étonner, il va dire, mais oui, ben, voilà ce que je veux. Ah, vous voulez ça. Et puis quand on en a 2 ou 3 clients qui disent la même chose, à ce moment-là, eh bien, on a l'innovation. Elle nous est arrivée gratuitement sur un plateau. L'innovation, c'est le rêve des autres. Encore faut-il s'intéresser aux rêves des autres et avoir l'idée de leur poser la question, quel est votre rêve? Autre voie inventive, la modélisation. Je peux utiliser des modèles qui existent dans d'autres métiers pour les intégrer dans mon entreprise. Je prends par exemple l'exemple de cet alpiniste qui grimpe après une montagne. Ce sont 2 alpinistes qui sont en vacances à Paris, à la Défense. Ils sont là sur le parvis, ils regardent des gratte-ciel et ils voient des gens qui vont laver les vitres des gratte-ciel. Et ils le font d'une manière qu'ils trouvent pas très professionnelle et dangereuse. Et ces 2 alpinistes qui sont là en vacances se disent, mais nous, avec notre modèle et notre technique, on pourrait faire la même chose 2 fois plus vite et de manière moins dangereuse que ces gens-là. Et bien finalement, ils ont décidé de créer une succursale qui va travailler, qui va appliquer leur modèle sur un métier auquel ils n'avaient jamais pensé. On peut modéliser à partir de ce que nous apprend la nature. À Harare, en Afrique,
eh bien, les termites ont modélisé des termitières qui permettent de faire des aérations internes qui font finalement que la climatisation de ces grandes termitières est quelque chose d'absolument fabuleux. On va s'inspirer du savoir-faire des termites pour inventer dans les immeubles de grande hauteur des systèmes de climatisation qui ne coûtent pas cher, qui consomment très peu d'énergie, qui ont été inventés par la géométrie, par les astuces de ces termitières qui, depuis des millions d'années, savent comment faire une climatisation dans un immeuble de grande hauteur. Ces hélicoptères nous racontent une histoire qui intéresse les États-Unis et la Chine. Il y a quelques années, des Américains ont été pris en otage à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Et à un moment donné, le président de l'époque a décidé que ça suffisait et qu'il fallait aller libérer les otages. Eh bien, on a envoyé des commandos à bord d'hélicoptères qui ont traversé le désert pour se rendre à Téhéran. Et puis, ces hélicoptères, eh bien, pris à cause du sable, du vent, sont tombés les uns après les autres et aucun n'était arrivé intact à Téhéran. Cet événement a évidemment intéressé toutes les chancelleries et toutes les armées du monde, et notamment l'armée populaire de libération chinoise, qui a été scotchée, n'a pas compris comment les Américains, qui avaient une telle réputation d'efficacité, avaient été incapables de faire voler une escadrille d'hélicoptères jusqu'à Téhéran et d'échapper à ce genre d'inconvénients. Et alors ils ont cherché. Et ils ont trouvé dans la nature quelque chose qui permet d'éviter l'abrasion du sable sur des mécaniques. Et cette invention, c'est celle de ce scorpion que l'on voit ici, parce qu'il y a un biomimétisme. La nature innove. La nature a inventé depuis des millions d'années et elle nous apprend beaucoup de choses. Et ce petit scorpion a appris à l'aviation militaire chinoise comment éviter les inconvénients d'une tempête de sable. Donc, le biomimétisme fait partie des voies inventives. Ensuite, il faut promouvoir nos innovations. C'est le dernier aspect de cette slide, de cette conférence d'aujourd'hui. Je vais passer brièvement parce que ce sera le sujet de notre prochaine conférence sur entreprise et influence. Et je voudrais maintenant afficher la dernière slide. La dernière slide, voilà. Ici, nous avons le résumé sur le diagramme en vert et en jaune des 12 mots-clés de l'intelligence inventive. Ces 12 mots-clés forment un programme. N'importe quel PME ou PMI peut s'en emparer. Ça ne coûte strictement rien. Ça coûte simplement de la curiosité partagée et du temps. On prend chaque mot-clé, on le décline et on se dit mais qu'est-ce que l'on peut faire avec chez nous? Et ça marche. Ça marche. Et d'ailleurs, dans la dernière slide qui suit, que nous n'aurons peut-être pas le temps de commenter, je montre une entreprise francilienne, chère à notre présidente Martine Marandel, parce que c'est une entreprise quasiment parisienne, qui a appliqué les 12 mots-clés de l'intelligence économique et qui, à partir d'un métier qui paraissait totalement figé et bloqué, est à l'origine d'un nouveau modèle économique absolument stupéfiant qui parle à tout le monde et que vous verrez, il s'agit de la très belle entreprise Carnot, qui fabrique des radiateurs électriques et qui a révolutionné son concept, son modèle économique. À côté de cette slide, vous avez l'intelligence collective de l'entreprise. Nous l'avons vu comment elle fonctionnait dans une autre conférence précédente. Eh bien, cette intelligence collective, avec l'intelligence inventive, a du grain à moudre et tout le système va consister à accoler les deux cercles. L'intelligence collective va s'emparer de l'intelligence inventive et nos collaborateurs, organisés à travers le schéma de droite, vont se régaler en avalant le schéma de gauche. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Merci de votre attention. Merci Bernard, très intéressant. Donc je vous rappelle, mardi 6 juillet à 18 h, entreprise et influence. Merci beaucoup Bernard voilà. pour
pour cette conférence très intéressante. Merci Martine. Eh bien, Donc, David, voilà, eh bien, on peut se dire à la prochaine fois alors. À la prochaine fois. À la prochaine fois. Entendu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.